Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le grand journal. L'insécurité alimentaire menace 26 départements du pays et le nombre pourrait accroître selon le système d'alerte précoce qui a confectionné un document déjà remis au Premier ministre. L'incendie qui a ravagé une bonne partie du ranch de Doli, finalement maîtrisé. Pour l'heure, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts, mais l'État promet des mesures pour éviter la récurrence des incendies dans ce haut lieu de l'élevage. Rentrer au Bercail ou bien rester au Maroc, c'est le dilemme auquel beaucoup d'ingénieurs sénégalais sont confrontés après leur formation. Pour eux, revenir au pays fait peur parce que l'emploi n'est pas garanti. Non au retour de la peine de mort au Sénégal. Amnesty International salue l'option des autorités. L'organisation a procédé ce matin au lancement de son rapport annuel. Le marché du porc à 5 jours de la fête de Pâques, il est bien approvisionné, mais il y a une hausse sur les prix. Et puis, la multiplication des mouvements politiques au Sénégal, qu'est-ce qui motive leur naissance? Quelles sont leurs chances sur l'échiquier politique? Réponse dans le dossier du jour avec Anna Rocha. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. En Guinée-Bissau, une frange de l'opposition continue de contester le gouvernement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'oppose à la venue du président Macky Sall à Bissau à partir du 21 avril. Pour ses opposants, le chef d'État sénégalais ne doit donner aucune légitimité à l'équipe gouvernementale. Le Nigeria, le pays d'Afrique où il y a plus de condamnés à mort, c'est ce qui résulte d'un rapport d'Amnesty International publié aujourd'hui. Au classement mondial, la Chine demeure en tête. Aux alentours de 12h20, il y aura les sports. Mais déjà, les titres avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Arbitrage vidéo à la Coupe du Monde des U20. Malan Diédiou parmi les 3 juges assistants vidéo pour cette compétition. Le juge central sera assistant vidéo en Corée. Football, Ligue 1 sénégalaise, Guédiawaye Football Club vise le titre de champion. Malgré les 8 points qui les séparent du leader Génération Foot, les Crabs restent fixés sur l'objectif de départ. Enfin, Ligue des Champions, début des quarts de finale de la Champions League européenne. La Juventus de Turin reçoit à 18h45 l'équipe FC Barcelone. Au menu de ce midi, la chronique de Papa Sambakan, point de vue aujourd'hui sur les échecs répétés de la diplomatie sénégalaise, prétexte le poste de président de la commission de l'UEMOA qui est finalement revenu au Niger. Le débat du jour aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Les 6 jeunes du mouvement Mbour Justice arrêtés vendredi dernier ont fait face au juge et ils seront jugés ce jeudi. En attendant, leurs camarades crient à l'injustice. Ils comptent mener le combat. Un nouveau rassemblement est prévu ce vendredi devant la mairie de Mbour. Abdourahmane Diallo. Des jeunes de Mbour Justice arrêtés vendredi dernier lors d'un rassemblement devant la mairie de la ville sont toujours en prison. Ils ont arrêté 3 membres, donc on est là pour les soutenir, on partage leur souffrance et on est préparé à ces genres d'épreuves. Vous savez, c'est le risque de l'engagement patriotique, la prison. Ils ont fait face au juge hier lundi, ils doivent retourner au tribunal jeudi. On a un avocat, Maître Fati, il maîtrise le dossier. On est des jeunes, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on demande aux autres avocats de venir plaider pour nos camarades. Ces jeunes de Mbour Justice estiment que le combat continue, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout dans leur lutte. Tout ce qui concerne Mbour, on est partant. On n'est pas des jeunes qui traînent dans les boîtes de nuit ou plages, on est là pour défendre les intérêts du pays, donc on demande à tous les jeunes d'adhérer à la lutte pour le développement de notre localité. Mbour Justice dit avoir confiance à la justice. Ces jeunes pensent que leurs camarades vont sortir bientôt de prison. Selon eux, ces personnes arrêtées n'ont rien fait à part défendre une cause. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Amnesty International félicite l'État du Sénégal qui a opté pour le non-retour de la peine de mort. D'après son directeur Afrique de l'Ouest et Centre, le droit à la vie privée est sacré. Le Sénégal ne peut plus faire marche arrière. Alintine, qui procédait ce matin au lancement du rapport annuel d'Amnesty, est au micro de Mohamed Ali Mouba.
pour effectivement les crimes qui ont été commis ces temps-ci, disent écoutez, il faut rétablir la peine de mort. Je pense que ce sont des gens qui sont en train de tourner la roue de l'histoire vers l'arrière. C'est une mesure de régression. Donc nous saluons le courage politique du gouvernement actuel qui, en dépit bien sûr de ces cris d'Orphée, a décidé de ne pas revenir sur l'abolition de la peine de mort. Vraiment, nous nous en réjouissons. Et puis donc notre constitution est claire. La constitution sénégalaise dit que la vie humaine est sacrée. Je pense que c'est très fort, qu'elle est inviolable. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. L'incendie au ranch de Doli est finalement maîtrisé. Le feu s'est déclaré sur les lieux depuis dimanche. Le bilan des dégâts n'est pas encore évalué, mais l'État entend prendre des mesures pour éviter les incendies récurrents dans ce ranch. Il y a entre autres mesures l'installation de pare-feu et l'implantation d'une brigade spéciale des eaux et forêts dans le ranch de Doli. Écoutons à ce propos le directeur de l'élevage d'Amso au téléphone d'El Hadj Ndiogou Diène. Que le feu est maîtrisé et qu'ils sont en train de procéder aux derniers travaux, pour vraiment maîtriser complètement. Parce qu'en effet, le feu s'est déclaré depuis 48 heures. Ils avaient déjà dominé la première journée, mais il y avait encore une reprise de défense. Et ils avaient mobilisé 6 équipes déjà. Et hier, ils ont eu du renfort de Kaffrine et de Diourbel. Et actuellement, d'après les informations qu'il y a reçues de ces équipes de terrain, le feu est relativement maîtrisé. Et je pense que dans la journée, tout rentrera dans l'ordre. On est en train de réfléchir sur le mode de gestion et de valorisation du ranch. Et dans cette gestion du ranch, il y aura maintenant tout le dispositif de maîtrise des feux de brousse. Parce que c'est un ranch d'une superficie de 87 500 hectares, donc c'est très très vaste. Et actuellement, il y a un réseau de pare-feu qui est mis en place avec l'aide des projets comme le Fatalo Macap, le Papa Extension qui va faire quelque chose. Donc il faudra un réseau complet de pare-feu au niveau du ranch. Il y a également la direction des eaux et forêts qui a reçu instruction de leur ministre de tutelle, le ministre de l'Environnement, pour mettre en place au niveau du ranch une brigade spéciale des eaux et forêts. Insécurité alimentaire au Sénégal, 26 départements sont sous pression et d'ici à la période de soudure, le nombre pourrait augmenter jusqu'à 30 selon le responsable du système d'alerte précoce. Mondi Diop, joint par Barthélémy Ngom, souligne que les experts se sont réunis sur la question. Le document final est sur la table du Premier ministre. Mondi Diop, que voici. Globalement, au niveau du pays, nous avons 26 départements qui sont en phase sous pression par rapport à l'insécurité alimentaire. Il faut aussi souligner qu'à côté de ces 26 départements, il y a 16 autres qui sont dans une phase qu'on appelle phase minimale. Toutefois, il faut souligner que pendant la période de soudure, qui doit intervenir normalement à partir du mois de juin, il y a 3 mois, la période de soudure, c'est juin, juillet, où on pourrait avoir une situation plus difficile. En effet, on pourrait se retrouver avec 34 départements sous pression. Est-ce qu'il y a un plan de riposte qui a été clairement défini pour venir en aide à ces populations? Les experts n'ont pas classé Bignona dans le lot des départements qui pourraient être en phase crise. Les départements qui pourraient être en phase crise sont au nombre de 6. Il s'agit de Bambey, Malem Hodar, le département de Goudiri, le département de Tamba, le département de Matam et celui de Kanel. Maintenant, pour revenir à la question que le gouvernement a prévu, effectivement, nous avons régulièrement fait des analyses et des notes adressées à l'autorité qui a réagi. Effectivement, nous avons bel et bien reçu une instruction de M. le Premier ministre pour élaborer un plan de riposte détaillé avec les besoins exprimés. Nous avons fait ça et nous avons déposé ce plan-là sur la table du Premier ministre.
C'était le point sur l'insécurité alimentaire au Sénégal. Au sud du pays, la zone de Cabrousse perd de plus en plus son potentiel rizicole. Du fait de la langue salée, la production a baissé, cela a détruit les ouvrages traditionnels réalisés par les populations. Ces mêmes populations dénoncent le retard dans l'intervention du projet Pôle de développement de la Casamance. Le PPDC annonce que les études sont déjà bouclées. Correspondance Lamine Ba. Situé au cœur d'une zone à vocation essentiellement agricole, Cabrousse perd de plus en plus sa capacité à produire du riz à grande échelle du fait de l'avancée de la langue salée dans les rizières. Les ouvrages traditionnels érigés par les populations locales pour limiter l'action destructrice du sel ne servent plus à rien compte tenu de leur état de détérioration. Face à cette situation, l'espoir nourri par l'installation du PPDC dont l'une des missions consiste à réhabiliter les vallées s'amenuise de plus en plus compte tenu du fait que rien n'est encore entrepris par le projet allant dans ce sens. Ferdinand Koufoum Diatta, porte-parole des populations de Cabrousse. Cabrousse a des problèmes très sérieux au niveau de la salinisation. On n'a jamais vu en réalité du matériel ou quelque chose de concret pour essayer de relever ce que Cabrousse est en train de pleurer depuis. Tout le monde sait que Cabrousse c'est des agriculteurs et c'est des cultivateurs d'abord. Donc le PPDC, on n'a jamais vu quelque chose et ça fait maintenant 4 ans. Nous demandons à ce que tout ce qu'ils ont dit soit concret. Pour le PPDC, le projet Pôle de développement économique de la Casamance, les études sur les conditions d'appui dans la réalisation des digues paysannes sont bouclées, mais il exclut toute intervention sur une des digues qui se trouve en territoire de Guinée-Bissau. Abdou Tal, responsable des infrastructures au niveau du PPDC. C'est qu'effectivement au niveau de Cabrousse, il y a des digues paysannes sur lesquelles le projet pourrait envisager de voir comment les appuyer à faire des ouvrages sur les digues anti-sel. Par contre, le tracé qui relie une partie du territoire Sénégal et territoire Guinée-Bissau, vous voyez très bien clairement, il fallait traverser la frontière pour aller de l'autre côté au niveau de la Guinée-Bissau. Donc vous ne pouvez pas intervenir sur le sol bissau-guinéen? Non, ça c'est impossible, on ne peut pas. Cabrousse attend donc des actions concrètes de la part du PPDC pour se relancer dans la riziculture, sans quoi l'autosuffisance alimentaire tant prônée par les autorités y sera une illusion, ont laissé entendre ses habitants du Kassa. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. De nombreux ingénieurs agronomes sénégalais formés dans les écoles marocaines et certains d'entre eux sont dans un véritable dilemme entre rester au Maroc et rentrer au pays. Voici l'équation à résoudre pour eux, mais pour l'essentiel, le retour au bercail fait peur parce que l'emploi n'est pas garanti au Sénégal. Le reportage de notre nouveau correspondant à Rabat, Hadim Baye. Ça rit, ça rigole. Nous sommes à l'IAV de Rabat, l'Institut agronomique et vétérinaire à Saint-Deux. Ces ingénieurs en herbe vont devoir affronter dans quelques mois une dure réalité, un dilemme. Rester au Maroc ou rentrer au bercail. Bon, je m'appelle Yorobadian, je suis étudiant en 5e année en industrie agroalimentaire. Actuellement, nous sommes un peu confus par rapport à notre avenir. Déjà, nous sommes animés par le fait de vouloir rentrer au pays. Puis ça fait peur du moment qu'il n'y a rien de ration. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile de trouver un stage au Sénégal. Le doute, un sentiment largement partagé chez les étudiants sénégalais au Maroc. On a des échos, on a nos anciens qui nous informent, qui nous disent que les salaires au Sénégal sont dérisoires. Et donc, ça fait forcément peur. Fadou Badji, elle, est dans la même situation. Seulement, elle voit plus loin. Pour l'instant, je suis indécise parce que j'aimerais aussi renforcer mes diplômes, avant tout diplôme, donc faire un master en France, pourquoi pas. Continuer ses études en France, l'idée tente de nombreux aventuriers, mais pas tous, car il y a une autre voie de salut. Il y a les centres d'appel qui sont passe-partout. On te forme 2 semaines, tu peux travailler, avoir un salaire de 6 000 à 8 000 dirhams. Par mois, ça peut faire quelque chose pour attendre. Les centres d'appel, un moyen de se faire de l'argent en attendant de trouver mieux. Mais attention, attirés par la part d'un salaire plus ou moins acceptable, de nombreux étudiants sénégalais ne finissent plus leurs études. Khadim Baye, Rabat, Radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Reportage au marché de port de Pikine à 5 jours de la fête de Pâques. Il est bien approvisionné, mais les prix ont connu une hausse du fait de l'importation de l'animal de la Guinée-Bissau. Salif Sow. Au marché du port de Pikine, les prix ont fini de connaître une hausse. Regrette Jean-Baptiste se trouvait chez la vendeuse de petit déjeuner. Sur le marché,
Nous, on pèse actuellement le kilo vivant à 1000 francs ou 1100 francs. Cause pour laquelle on avait augmenté le prix ces temps passés. Actuellement, on vend le kilo de la viande de porc à 2500. La hausse des prix s'explique aussi par la race de l'animal, précise Aubin, debout en face des bouchers du coin qui ont fini de dépecer quelques porcs. Ça est par kilo. Le kilo coûte combien? 500, 700, 1000 francs, ça dépend. Ça dépend de la race. Souvent, ça vient de Fatick et de Joal. Mais il y a beaucoup qui préfèrent exporter les cossons en Guinée-Bissau parce que ça fonctionne beaucoup mieux là-bas. Les prix peuvent différer à 70 000 voire 100. Le marché du porc est bien approvisionné. À quelques jours des Pâques, constate cet éleveur. Les porcs sont bien gardés dans des enclos de fortune en attendant acheteurs. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Les mouvements politiques sont de plus en plus nombreux au Sénégal, nous disions dans les titres, tout aussi nombreux certainement que les partis politiques. Qu'est-ce qui favorise ce contexte? Quelles sont les chances de ces mouvements lors des prochaines élections et quel avenir surtout? Réponse d'analystes dans ce dossier d'Anna Rocha. Le premier constat est que le référendum du 20 mars 2016 a permis aux candidatures indépendantes de prospérer. Mais pourquoi créer un mouvement plutôt qu'un parti politique? Hassan Samb, directeur de publication de Réumi Quotidien, répond. Ce qui est clair, c'est que tout le monde ne peut pas tout de suite créer des partis. Et certains mouvements politiques fonctionnent un tout petit peu comme des courants, c'est-à-dire comme on l'a connu ailleurs dans d'autres démocraties. Ici, c'est vrai que les gens qui n'ont pas forcément la même vision par rapport à la ligne tracée par la direction de leur parti ont tendance à créer des mouvements politiques comme on a tendance à le voir. Ces mouvements, dirigés le plus souvent par des personnalités politiques, permettent un certain positionnement pour faire valoir les ambitions des uns et des autres. C'est l'avis de Maurice Soudiak-John, docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les mécanismes de fonctionnement des partis politiques ne garantissent pas encore tout à fait les conditions d'une réelle démocratie interne, à l'image par exemple des primaires organisées en France à gauche comme à droite et qui ont l'avantage de canaliser démocratiquement. On tend vers des élections, celle de juillet d'abord avec les législatives, une bonne occasion pour ces mouvements de se mesurer. Mais quelles sont leurs chances réelles? Hassan Samb. S'agissant d'Aïssata Tall ou d'Aïda Mbodj, elles ont déjà leur base politique dans leur localité. C'est ça qui est important. Pour les prochaines législatives, surtout pour les listes majoritaires, il faudrait avoir une base politique claire. Ceux qui n'en ont pas forcément et qui sont dans les partis pourront se calfautrer dans les listes proportionnelles. Leur avenir est tout aussi incertain selon Maurice Soudiak-John, à condition peut-être de se fondre dans les partis politiques traditionnels. Pour ce qui concerne les mouvements issus des partis politiques, généralement ils ont tendance à se structurer en parti politique tout simplement. On a vu le mouvement pour le renouveau démocratique qui s'est transformé en union pour le renouveau démocratique et certainement les autres mouvements également animés par des personnalités politiques dans des partis politiques où ils ont eu maille à partir avec la direction vont également évoluer vers la mise en place d'organisations politiques partisanes. Les mouvements politiques, c'est plus de liberté d'expression. Par contre, beaucoup de risques aussi. Mais ça reste le jeu démocratique selon nos interlocuteurs. RFM. L'actualité internationale. Sohmana Tambay, rebonjour. Rebonjour Antoine. Guinée-Bissau, la venue du président Macky Sall, pas bien perçue par une frange de l'opposition. Le président sénégalais doit se rendre à Bissau à partir du 20 avril. Des opposants déclarent ne pas reconnaître le gouvernement. Ils le jugent inconstitutionnel et selon eux, Macky Sall ne doit lui accorder aucune légitimité. Bissau Nouamankali. Nouamankali que nous allons écouter. L'annonce a été faite par le chef de l'État José Mario Vaz avant son départ pour le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est tenu à Abidjan. José Mario Vaz. Le président Macky Sall sera en Guinée-Bissau et nous serons probablement ensemble. En tout cas, le mouvement des citoyens conscients et insatisfaits, à travers son porte-parole Minalvine Barreto, a promis d'organiser des manifestations populaires durant tout le séjour du président Macky Sall en Guinée-Bissau. Nous pouvons dire que Macky Sall n'est pas le bienvenu. Le contexte politique n'est pas favorable à sa vie. Et c'est comme s'il reconnaissait ce gouvernement que nous jugeons
Par ailleurs, Barrett a rappelé au président Macky Sall qu'il faisait partie des chefs d'État qui avaient mandaté le président guinéen, le professeur Alpha Condé. Le président Macky Sall doit savoir qu'il fait partie des chefs d'État qui ont mandaté Alpha Condé de servir de médiation dans la crise bissau-guinéenne. On rappelle que le mouvement des citoyens conscients et insatisfaits exige la démission du président José Mario Vaz, qu'il accuse d'être le principal auteur de la crise politique que traverse le pays durant un peu plus de 2 ans. Noa Mankali-Bissau, RFM. Au Burkina Faso, on connaît maintenant la date du procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Le 27 avril prochain, l'ex-président et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés. Ils sont tous poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Ces accusations concernent la période d'octobre 2014 avec la chute du régime de Compaoré. Fatoumbo. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés jeudi 27 avril, suite à leurs implications présumées dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Cependant, la justice reproche aux ministres leur participation au conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, alors que les mouvements de la société civile et de l'opposition manifestaient contre la modification de la Constitution. Selon les sources officielles, 33 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Toutefois, le gouvernement déchu est poursuivi pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants à Ouagadougou. Les membres du dernier gouvernement du premier ministre Biong-Luc Adolphe Tchao, y compris l'ancien président Blaise Compaoré, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Ainsi, le parquet général a précisé que la Haute Cour de justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire le 27 avril dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Au Niger, le campus universitaire de Niamey a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Une décision du gouvernement suite à une violente manifestation des étudiants. Ils réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Plusieurs blessés ont été dénombrés lors de cette manifestation. Les détails avec Daoud Diouf. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur du Niger qui a pris la décision suite aux agissements des étudiants de l'université de Niamey et à la demande bien sûr des autorités académiques. Depuis hier et jusqu'à nouvel ordre, le campus universitaire le plus important de Niamey reste fermé aux étudiants. Ces derniers qui ont violemment manifesté réclament des meilleures conditions de vie et d'études. Hier, des centaines d'étudiants ont manifesté en paralysant la circulation à l'aide de pneus enflammés, de troncs d'arbres et de blocs de pierre, principalement sur la rive droite du fleuve Niger où se trouve l'université. La manifestation a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont riposté par des jets de pierre. Égypte, les forces de sécurité ont réussi à neutraliser des sympathisants du groupe État islamique. Il s'agit de 7 personnes qui préparaient des attaques contre les chrétiens coptes. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, on apprend que ces individus partagent l'idéologie de Daesh. Des soldats les ont neutralisés après des échanges de tirs. Ces personnes voulaient fabriquer des explosifs en vue de commettre des attaques terroristes. L'annonce du ministère de l'Intérieur intervient 2 jours après les attentats contre 2 églises coptes qui ont fait 45 morts. On termine avec le rapport sur la peine de mort publié par Amnesty International. Le nombre d'exécutions recensées en Afrique a diminué, 22 en 2016 contre 43 en 2015. Toutefois, le nombre de condamnations à mort a augmenté. En 2015, on comptait que 443 alors qu'en 2016, on recense 1086. Le Nigeria prend la tête de ce sinistre classement. Concernant les efforts, Amnesty International cite le Bénin. Celui-ci a aboli la peine de mort, tout comme la Guinée. Le Tchad aussi a adopté une version révisée du code pénal abolissant la peine de mort, sauf pour le crime de terrorisme. Concernant le classement mondial, la Chine est toujours en tête avec le plus grand nombre de condamnés à mort. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les échecs du président de la commission de l'UEMOA qui est finalement revenu au Niger. La page des sports, Malal Junior gagne avec l'arbitrage vidéo à la Coupe du Monde des U20. Malal Djedjou parmi les Africains retenus par la FIFA. Ils sont 3
arbitres africains retenus pour être donc des assistants vidéo. Dans le langage, on les appelle donc vidéo referee. C'est donc le premier Sénégalais à être donc coopté par l'instance qui dirige le football mondial pour cette nouvelle technologie introduite dans le monde du football. Soda Thiam a rencontré Malang Diédhiou. Il lui a expliqué dans les détails son nouveau rôle. Après avoir montré ses qualités sur la pelouse, l'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou passe un autre cap, celui du système VAR, vidéo assistant referee ou arbitre assistant vidéo. Leçon su pour l'arbitre sénégalais après son stage à Florence en Italie. L'arbitre assistant vidéo peut demander à l'arbitre d'arrêter momentanément la partie pour revoir l'image. C'est au cas où il y a un but, on va essayer de voir s'il n'y a pas eu de faute de l'attaquant ou si le ballon n'avait pas franchi les lignes du terrain avant qu'un but ne soit marqué, ou bien si l'attaquant n'a pas marqué avec la main, ou si le but n'a pas été marqué sur une position de hors-jeu. C'est la raison pour laquelle dans la surface de réparation, les habitudes des arbitres vont nécessairement changer. Un nouveau système d'arbitrage que Malang Diédhiou va pratiquer lors du mondial des U20. Un honneur pour lui, même si ce sera une première. Et effectivement, j'ai eu l'honneur d'être parmi ceux qui sont choisis pour être VAR lors de la Coupe du Monde du 20. Pour moi, être sur la pelouse est ma préférence, d'autant plus que ça, on est habitué. Et un arbitre sur la pelouse peut se permettre de se tromper, on peut l'accepter. Mais quand on est VAR, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a une image arrêtée. Or, parfois, les images sont parfois floues. Parfois, on n'a pas tous les angles. Parfois, le ralenti lui-même ne donne pas la possibilité à l'arbitre de savoir, par exemple, si la faute est à l'intérieur de la surface de réparation ou à l'extérieur. Surtout quand le ballon est à l'air. Mais pas de panique pour l'arbitre sénégalais, puisqu'il a encore 2 stages à faire au Qatar, puis en Corée, avant le mondial U20, où la FIFA va utiliser le système VAR pour la 2e fois. Soda Thiam, Guédiawaye Football Club vise le titre de champion de la Ligue 1. Malgré les 8 points de retard sur le leader Génération Foot, l'équipe de la banlieue ne démord pas. Elle veut finir championne de la Ligue 1 cette saison. L'équipe de Guédiawaye Football Club compte un match en moins et veut tout mettre en œuvre pour gagner les dernières rencontres afin de rattraper l'équipe de Guédiawaye Football Club. Son entraîneur, Cheikh Gueye, pense que cela est fort possible. Il est avec Ousmane Diop de l'Observateur. On était venu ici pour avoir les 3 points, pour être plus près des Générations Foot. Mais un match nul aussi, on ne va pas cracher sur ce point, parce que les gosses ont fait ce qu'ils devraient faire. Avec 5 d'absence dans l'équipe, les gosses, vraiment, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. C'est une équipe qui se comporte très bien à l'extérieur. Maintenant, il faut travailler pour se comporter très bien à l'intérieur. Donc, je peux dire que satisfait du point, non, pas trop. Mais c'est le foot, les autres aussi travaillent pour gagner. Dieu a fait qu'on a fait match nul. On peut que se remettre à Dieu. Génération Foot, c'est une très belle équipe qui est dans une bonne dynamique, mais nous aussi, nous sommes dans un très bon cadre pour vraiment rivaliser avec... On termine avec la Ligue des Champions, début des quarts de finale ce soir. À 18h45, Antoine Diouf, la Juventus de Turin reçoit en Italie l'équipe du FC Barcelone en Allemagne. C'est le Borussia Dortmund qui joue contre l'équipe de l'AS Monaco. À noter donc que demain, il y aura également une autre belle affiche qui va opposer le Bayern de Munich, leader du championnat allemand, à l'équipe du Real de Madrid, équipe tenante du titre et leader également de la Liga espagnole. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Samakan. Les bruits et la fureur notée sur le terrain politique, les débats, la rhétorique ambiante qui ont suscité d'autres bruits et fureurs venus à leur rencontre pour engendrer cette inquiétude bien compréhensible, mais dont il ne faut pas exagérer les conséquences possibles, ne sont en réalité que les ingrédients nécessaires à la vitalité d'une société démocratique. D'abord, ils sont indispensables à la démocratie, donc on ne doit pas les contrarier ni espérer les supprimer de l'espace public. Personne n'y songe d'ailleurs, croyons-nous, parce que ce serait travailler à faire regresser le pays, régresser la République, la démocratie, arrêter la marche de notre nation vers la modernité, et pour tout dire, vers même la stabilité politique et la paix sociale, quand tout le monde aura dit ses attentes, exprimé son opinion, fait ses propositions, et qu'il ne restera plus qu'à laisser le peuple faire ses choix en toute souveraineté. Alors que reste-t-il à faire? Gérer le débat public avec intelligence et ouverture et une grande tolérance. Surtout, un respect des opinions
position et même positionnement d'autrui. Ce qu'on s'autorise soi-même, il n'y a aucune raison de vouloir l'interdire aux autres. Cette gestion nous incombe à nous tous, citoyens et citoyennes. On est en démocratie et une seule entité a le droit de se tromper et elle nous englobe tous. Heureusement, c'est le peuple. Je veux dire le peuple électoral. On l'appelle corps électoral. Son choix est déterminant en démocratie. Et quand bien même il se sera trompé en élisant un maire, un député, un président de la République, personne ne doit songer à rien y pouvoir. L'élu alors est tenu au respect des lois et à la préservation des équilibres économiques, sociaux et autres, jusqu'à la prochaine élection. Si l'élu enfreint les lois, entre-temps, il y a des mécanismes institutionnels prévus pour le sanctionner. S'il rompt les grands équilibres en abusant de ses prérogatives, il court des risques politiques importants, personnellement, mais il les fait aussi courir à ses proches. Nous avons l'exemple encore chaud comme un cadavre nouveau de l'ancien régime libéral. Cependant, il fait courir des risques encore plus importants à la communauté nationale, au pays tout entier. Et même en pareil cas, il sera de toute façon jugé, soit légalement, ici et maintenant à travers les urnes, soit devant l'histoire. Et s'il est des gens qui ne se satisfont pas de ces deux types de sanctions, celles prévues par nos lois pénales comme électorales et celles de l'histoire, eh bien, ils en ont le droit. Ils auraient alors tout autant de devoirs et tout le monde serait en droit d'exiger cela, d'en inventer de plus efficientes qui, à leur tour, seront interrogées, discutées, adoptées ou rejetées. Elles auront eu le mérite de mettre de l'eau au moulin de la démocratie en alimentant les empoignades théoriques, ajoutant aux controverses les oppositions doctrinales ou crypto-personnelles, ces dernières étant, hélas, partie intégrante de notre culture politique. Le rôle de la presse dans la gestion intelligente de ce débat est cependant central, même si, nous l'avons déjà dit, c'est le rôle de tous, certes, de veiller à contenir cet outil démocratique qu'est la liberté d'expression dans des limites qui en garantissent l'efficacité. Son efficacité, c'est quand elle nous permet d'arriver aux échéances électorales dotés, nous tous citoyens, de toutes conditions, des outils aptes à nous faire prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire faire les bons choix politiques en choisissant les personnes ou entités disposant des meilleurs projets de gestion de nos affaires et des compétences nécessaires pour ce faire. Aujourd'hui que nous sommes à 2 ans de l'entrée en vigueur de la limitation à 2 fois 5 ans du mandat du président de la République, si vraiment la construction d'une nation forte est la préoccupation de tous, une nation dont la durée de vie est illimitée, à léguer à nos enfants dans le meilleur état possible, nous devons faire attention à ne pas faire un jeu de ce grand privilège du peuple en démocratie consistant à se choisir les dirigeants qu'il veut. Un jeu façon Lambigolo Koudiokdanou. Avant-hier Diouf, tout sauf Diouf, crions-nous. Hier Wad, tout sauf Wad avait-on chanté également. Et demain, à 20 mois de l'échéance, est né un mouvement portant dénomination tout sauf Macky. Que diable, ce n'est pas un jeu cette affaire. On peut voter pour qui on veut, mais personne n'a le droit de réduire cet acte grave à une foire à la ritournelle. En plus, une vraie ritournelle à gogo. La presse du jour, c'est avec Barthélémy Ngom. Bonjour. Bonjour. Idrissa Seck a rebeussé quasiment toute la presse en parle ce matin. Dans l'Observateur, le leader du parti Rewmi lâche cette phrase. Le moment n'est plus loin pour nous débarrasser du régime de Macky Sall. Le président du conseil départemental de Thiès est convaincu que le régime Sall veut assombrir l'avenir politique de Khalifa Sall. Idi se désole en ces termes. Je suis étonné que le président de la République et son clan n'ont rien appris et n'ont pas compris que le Sénégal a changé, que l'Afrique a changé. Les peuples n'acceptent plus l'injustice. Une sortie qui fait dire à enquête qu'ils diront le silence. À Rebeuss, Idrissa Seck adoube Khalifa Sall et fusille Macky Sall, pointe les Échos. Dans les colonnes du journal, il déclare avoir trouvé à Rebeuss un homme déterminé à ne pas varier dans son combat. Le quotidien voit en Idrissa Seck un coach pour Khalifa Sall avec cette phrase: je lui ai conseillé de faire du sport et de lire. Vox Populi renseigne que le déplacement d'Idrissa Seck hier à Rebeuss n'était pas de tout repos. Il a été malmené. Furieux,
Il crache du feu. Vous êtes témoin de cette agression. Voilà la nature du régime. Mais nous allons nous engager pour mettre un terme à toutes ces dérives. Un engagement qui va se matérialiser lors des prochaines élections législatives, car à la une de la tribune, Idi déclare que la liste unique pour les législatives est une demande sociale. En attendant d'y voir plus clair, l'observateur renseigne que l'opposition s'est lancée dans une course aux 100 mètres. Mon confrère fait ainsi allusion aux visites des opposants à Khalifa Sall. Cheikh Bamba Dièye, Abdoul Mbaye, Oumar Sarr et compagnie, tous sont allés au chevet du maire de Dakar. Abdoul Mbaye, justement, dans la tribune, après sa rencontre avec Khalifa Sall, dit admirer la sérénité du maire de Dakar face à l'épreuve. L'épreuve risque d'être compliquée pour l'opposition qui veut s'unir. Rewmi Quotidien parle d'un échec à 2 niveaux, organisationnel et fonctionnel. Selon mon confrère, jusqu'ici l'opposition se cherche. Les contradictions internes au sein du parti dominant sur le papier, à savoir le PDS, l'absence d'un leader catalyseur et rassembleur, la pression du régime en place et la naissance d'une opposition interne dans certains partis de la majorité tels que le PS ont causé une forme de tohu-bohu au sein de l'opposition, écrit Rewmi Quotidien. Libération loin de la politique braque ses radars sur l'aéroport Léopold Sédar Senghor avec cette arrestation de 2 membres présumés de Daesh. Il s'agit de 2 Marocains en provenance d'Istanbul, Libé, qui raconte le film de leur arrestation, souligne que les 2 suspects étaient sous le coup d'un avis de recherche international lancé par Interpol, la police des polices. Ils ont été signalés par le système Securiport qui intègre toutes les personnes recherchées au moment des modalités de débarquement. Le Sénégal débarqué, Niamey gère, Dakar digère. Le quotidien revient ainsi sur l'élection du Nigérian Abdallah Boureima à la présidence de la commission de l'UEMOA. Le Sénégal cède son fauteuil au Niger, Ambré Las Quotidien. Le journal qui raconte ce qui s'est passé lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA informe que notre pays a renoncé à ses ambitions. Il a tout simplement abandonné la course et cédé le fauteuil au Niger après plusieurs conciliabules entre chefs d'État qui n'ont pas voulu recourir au vote. Le Sénégal abandonne donc le poste, du moins pour 4 ans. Le Soleil note que le Sénégal va reprendre la commission de l'UEMOA en 2021, ce qui fait dire à Sud Quotidien que le Sénégal perd et gagne. Le vainqueur de NES dans Vox Sport, Sathies, déclare que si le CNG suspend son frère Balla Gaye 2, il arrête la lutte. Je m'en arrête là. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les échecs répétés de la diplomatie sénégalaise. Le prétexte est le poste de président de la commission de l'UEMOA qui est finalement revenu au Niger. Nous vous donnons la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne le professeur Ousmane Khouma. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Diouf. Vous êtes spécialiste des sciences politiques et politiques publiques. Il y a également le professeur Moussa Diaw. Bonjour professeur. Bonjour. Spécialiste des sciences politiques et relations internationales. Avec vous, nous allons décrypter la diplomatie sénégalaise. Alors, professeur Ousmane Khouma, considérez-vous ce qui s'est passé à Abidjan comme étant un échec diplomatique pour le Sénégal, le Niger à la tête de l'UEMOA, le Sénégal qui va devoir attendre 4 ans? Oh, il faut mettre les choses en perspective, M. Diouf. On ne peut pas conclure un échec comme ça sur ce seul élément. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une négociation antérieure en 2011 et qui a été actée par un protocole où le Sénégal, à l'époque, acceptait de céder ce siège qu'occupait Hadjibou Soumaré au Niger. Et là, il y a une renégociation. Le Sénégal obtient au minimum que le mandat du Niger soit un mandat unique. Donc, à partir de 2021-2022, le Sénégal le reprendrait. Donc, c'est pas tout à fait un échec. Alors, on peut c'est un échec si on pensait qu'on pouvait reprendre tout de suite ce siège, mais il y a une continuité étatique, il y avait un engagement dans la négociation qui était prise, l'État du Sénégal a accepté la continuité de l'État tout en renégociant, donc à partir de la fin de ce mandat unique du Niger, le Sénégal reprend son siège, donc on ne peut pas conclure un échec de ce point de vue-là. On revient à vous. Professeur Moussa Diaw, comment voyez-vous le fait que le Sénégal ait accepté que le Niger garde le poste ou passe devant lui? Je considère tout simplement qu'on est dans une dynamique communautaire et que je suis parfaitement d'accord avec mon collègue Ousmane Khouma que ce n'est pas du tout un échec. Il faut que le Sénégal accepte un compromis, un consensus pour éviter des blocages dans le cadre donc de ce processus d'intégration économique et financière. À mon avis, la position du Sénégal est une position normale, je veux dire responsable, parce que le Sénégal il considère
considéré comme un pays quand même leadership dans cette région, dans l'Afrique de l'Ouest, et que dans le cadre donc de oui, mais qui est en train de perdre son leadership quelque part. Non, là, il ne perd rien du tout. C'est dans le cadre donc communautaire, il faut savoir accepter des compromis. Cela va de soi, parce qu'on n'est plus dans une logique réaliste qui considère qu'il faut défendre forcément ses intérêts, en reprenant quelque part le discours de De Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis, mais que des intérêts. Mais là, on est dans une dynamique communautaire. Il faut d'abord respecter les autres partenaires et accepter les compromis pour le bien fonctionnement de cette institution. Alors, professeur Ousmane Khouma, l'élection du président de la commission de l'UEMOA, on a connu la suite, le sommet des pays du Sahel, le Sénégal absent, je peux encore citer d'autres exemples. Pourquoi notre diplomatie n'a pas connu des réussites à ce niveau de façon globale? Merci M. Diouf. Amitié au professeur Moussa Diaw, le grand frère, je souscris entièrement à ce qu'il venait de dire. Oui. Mais M. Diouf, pourquoi persister à considérer que notre diplomatie est dans un échec? Je ne persiste pas, j'ai constaté, je ne fais que constater. L'élection du président de la commission de l'UEMOA, on avait un candidat qui n'est pas passé. Le sommet des pays du Sahel, le Sénégal est absent alors que normalement on devait y être. Très bien. Reprenons, vous parliez de la présidence de la Commission de l'Union africaine, si je ne m'abuse, dans un premier temps. Mais je suis panafricaniste. Alors que ce soit un Sénégalais, un Tchadien, un Botswanais ou pas, pourvu que l'intégration africaine soit en marche. C'est pas une compétition acharnée. Le professeur Diaw a rappelé les compromis et les concessions qu'il faut faire sur un terrain communautaire pour avancer sur le terrain de l'intégration. Et le Sénégal joue sa partition quand même. C'est pas un immense pays, 14 millions d'habitants, 200 000 km², et pourtant un rôle de leadership. Mais nous ne pouvons pas occuper tous les postes à la fois. Sur la présence de la commission de l'UEMOA, effectivement, il y a eu un problème, mais c'était un engagement étatique antérieur, une continuité. Là, la négociation va remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on reprendrait le siège. Alors, sur le sommet du Sahel, etc., il y a des structures, des organisations dans lesquelles un État fait ses arbitrages et peut considérer que la démultiplication de ces structures-là ne va pas dans le sens d'une intégration, etc. Et pour ce cas précis, vous pensez que la présence du Sénégal n'est pas nécessaire? Ce n'est pas à moi de le décider, je ne suis pas le chef de la diplomatie, mais très clairement, si vous prenez par exemple le G5 Sahel, des choses comme ça, à partir du moment où vous avez la CEDEAO, à partir du moment où vous avez l'UEMOA dans un même espace, pourquoi la concurrence de nos organisations gouvernementales? C'est ça qui se joue. Qui a intérêt à torpiller une partie, à prendre une partie de la mission de la CEDEAO pour avoir un leadership? Est-ce que les autres États doivent suivre ça? Vous voyez, ce sont toutes les choses qu'il faut mettre en balance. Et il y a une certaine cohérence dans ce genre de choses. Je ne sais pas, en dernier lieu, ce qui a présidé à cet arbitrage qui fait que nous soyons absents de certaines enceintes, mais personnellement, d'un point de vue universitaire, intellectuel, nous n'avons jamais compris la concurrence des organisations sous-régionales, alors même que l'enjeu mondial, c'est l'intégration. Vous voyez, si vous prenez une mission de la CEDEAO, vous donnez ça à un autre groupe, certains États de la CEDEAO peuvent considérer que c'est pas très pertinent parce que cette mission-là relève. Mais je ne sais pas concrètement quelle a été la base de cette décision. Mais il ne faut pas parler, je suis plus nuancé sur ce qu'on appelle des échecs. Honnêtement, en analysant objectivement, on ne voit pas d'échec ici. Pas d'échec, donc, a dit le professeur Ousmane Khouma. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Moussa Diaw, on termine avec vous. La diplomatie sénégalaise demeure-t-elle ce qu'elle a toujours été? Oui, effectivement, la diplomatie sénégalaise est dynamique. Ce n'est pas à partir d'un cas ou de deux cas qu'on peut considérer qu'il y a échec. Je suis d'accord, parce que je considère la candidature au niveau de la commission africaine n'est qu'un faux pas et que ça n'entame en rien cette dynamique de la diplomatie sénégalaise qui a des fondements solides, qui fait d'ailleurs, qui consolide l'image du Sénégal à l'extérieur et ses interventions, on le voit au niveau de l'Afrique, au niveau pour résoudre un certain nombre de conflits en Afrique, au niveau international, on a vu sa collaboration, sa participation au niveau des différentes opérations de maintien et de consolidation de la paix au niveau sous-régional, régional, continental et international. À ce niveau-là, on n'a rien à lui reprocher. Maintenant, on ne peut pas se baser sur deux situations pour dire voilà qu'il achète. Pas du tout. Et si je vous suis, tout est bon, tout va bien.
effectivement, il y a une continuité de cette diplomatie-là et qui est marquée aujourd'hui par la personnalité qui est au sommet de l'État. Parce que vous savez, c'est un des domaines réservés du président de la République et qui oriente cette politique-là et qui a mis une personnalité comme Mankara Ndiaye au sommet, à la tête de sa diplomatie. Et à ce niveau-là, il joue son rôle et maintient justement cette dynamique-là au niveau continental et international. Donc, à mon avis, on ne peut pas, parce que vous savez, il n'y a pas toujours des réussites dans des négociations diplomatiques. Il y a pas peut-être quelques faux pas et puis on rebondit et on continue. Donc il y a une continuité et une dynamique de la politique étrangère du Sénégal de façon particulière la diplomatie. Très bien. Merci, professeur Moussa Diaw. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes spécialiste des sciences politiques et relations internationales. C'est fini pour Point de vue. Je vous rappelle les titres de cette édition avant que la météo. L'insécurité alimentaire menace 26 départements du pays et le nombre pourrait accroître selon le système d'alerte précoce qui a confectionné un document déjà sur la table du Premier ministre. L'incendie qui a ravagé une bonne partie du ranch de Doli finalement à maîtriser. Pour l'heure, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts, mais l'État promet des mesures pour éviter la récurrence des incendies dans ce haut lieu de l'élevage. Rentrer au Sénégal ou bien rester au Maroc, c'est le dilemme auquel beaucoup d'ingénieurs agronomes sénégalais sont confrontés après leur formation. Pour eux, revenir au pays fait peur parce que l'emploi n'est pas garanti. Non au retour de la peine de mort au Sénégal. Amnesty International salue l'option des autorités. L'organisation a procédé ce matin au lancement de son rapport annuel. Le marché du porc à 5 jours de la fête de Pâques. Il est bien approvisionné, mais il y a une hausse sur les prix. Le dossier du jour était consacré à la multiplication des mouvements politiques au Sénégal. C'était avec Anna Rocha. La météo maintenant, avant de vous quitter, le ciel sera passagèrement nuageux sur la majeure partie du pays au cours de la matinée, puis se dégagera progressivement au cours de la journée. Durant les prochaines 24 heures, un temps ensoleillé va régner ensuite au cours des prochaines 48 heures et 72 heures. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Sibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.